décent et une justice sociale, gage de la reconstruction de la RDC afin de lutter contre la pauvreté. Message du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée aujourd'hui. C'était au cours d'une cérémonie officielle tenue à l'hôtel Pullman. La population de Kikimi vit dans des conditions précaires suite au manque d'infrastructures de base. Elle lance ainsi un cri d'alarme au nouveau gouvernement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Après son élection le 29 avril dernier, Dieudonné Kalouba vient d'être investi président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, investiture attestée par une ordonnance signée par le président de la République, suivant la lecture de la dite ordonnance avec le porte-parole du chef de l'État. Ordonnance numéro 21-014 du 21 avril 2021 portant investiture du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 157 et 158, alinéa 1 et 5. Vu la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 9 et 11. Vu l'ordonnance numéro 16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 6, 18 et 19. Vu l'ordonnance numéro 20-116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1er, point 1. Revu l'ordonnance numéro 18-060 du 10 juillet 2018 portant investiture du président de la Cour constitutionnelle. Vu le procès verbal du 20 avril 2021 signé par les membres de la Cour constitutionnelle constatant l'élection de l'intéressé aux fonctions de président de la Cour constitutionnelle, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est investi en qualité de président de la Cour constitutionnelle M. Dieudonné Kalouba Dibois. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le mercredi 21 avril 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 21 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. De la parole à l'acte, la décision présidentielle de l'état de siège, tournant décisif dans le rétablissement de la paix à l'est de la RDC. Désormais, la province du Nord Kivu et de l'Ituri sont administrées par des mesures exceptionnelles. Et pour y arriver, le chef de l'État a respecté les étapes prévues par la Constitution. La situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo a toujours été une préoccupation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans toutes ses sorties médiatiques, il n'a cessé de le souligner et les dernières en date restent celles-ci. Je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste
et aux méthodes islamistes et qui sèment la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Conformément à la Constitution de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions a réuni ce vendredi 30 avril le président des deux chambres du Parlement. Christophe Mbosso et Modeste Bahati ont été informés de la décision exceptionnelle prise par le président de la République. De la parole aux actes, le premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée a été informé de cette mesure exceptionnelle. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. En sa qualité de commandant suprême des forces armées, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué dans la soirée de ce vendredi le Conseil supérieur de la défense. La haute instance sécuritaire de la République démocratique du Congo a entériné à son tour la mesure présidentielle. Le chef de l'État a décidé de mettre tout son esprit avec son gouvernement pour que la question de l'insécurité qui règne depuis un certain temps, des dizaines d'années d'ailleurs, soit réglée aujourd'hui et pas plus tard. Ainsi s'ouvre dans les Nord Kivu et l'Ituri une période d'exception dictée par des circonstances qui menacent l'intégrité du territoire national. Durant la période de l'état de siège définie par l'ordonnance présidentielle, l'administration civile sera remplacée par une administration militaire chargée de rétablir la paix dans ces deux provinces. Ainsi, les gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri ne retrouveront leurs fonctions qu'à l'issue de la période de l'état de siège. Notez aussi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, apporte son soutien à la candidature de Faustin Luanga pour le compte de la RDC au poste du secrétaire exécutif de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC. C'était au cours d'une audience lui accordée par le président de la République. Professeur d'université, M. Faustin Luanga est le candidat de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC. Accompagné de la conseillère spéciale du chef de l'État chargée de l'intégration régionale, Bestine Kazadi, le professeur Faustin Luanga est venu rencontrer le chef de l'État pour échanger avec lui sur cette candidature très convoitée par d'autres pays de la SADC. Le président m'a réconforté dans ce choix. On a échangé utilement comment s'organiser pour que la RDC puisse gagner ces postes. C'est très stratégique pour la République. Comme vous le savez, la SADC envoie des militaires à l'est du pays pour pacifier l'est. La SADC, c'est une zone d'intégration régionale. Il y a des infrastructures aussi à construire. Ce que le chef de l'État veut vraiment montrer à la face du monde que, d'abord, il soutient son candidat, que la République soutient son candidat et qu'il s'implique lui-même davantage pour que nous puissions gagner ces postes. Nous devons être optimistes. Avec la présidence congolaise de l'Union africaine, l'élection de M. Luanga à la SADC reste un autre succès diplomatique pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il reste une dernière étape à franchir, convaincre les Botswana à retirer sa candidature au profit du Congolais Faustin Luanga. La situation sécuritaire à l'Est, une priorité du gouvernement congolais, c'est ce qui a d'ailleurs justifié la descente du chef du gouvernement à Lubumbashi. Jean-Michel Samalukonde a été reçu par le gouverneur du Haut-Katanga. La journée du 1er mai n'était pas fériée pour les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge.
La réunion du Conseil provincial extraordinaire de sécurité qu'il a présidé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga avait pour objectif la recherche d'une solution durable face à l'insécurité récurrente dans cette province. En présence du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe et des autorités politico-administratives et sécuritaires, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a donné des directives et orientations claires au regard de la mission lui confiée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de l'incursion à répétition des Bakatakatanga et l'amélioration des conditions de vie de la population ont été passées au peigne fin lors de cette première réunion de sécurité tenue dans la capitale cuprifère. C'est autant dire que la question du rétablissement de la paix et de la sécurité préoccupe au plus haut point les autorités tant provinciales que nationales. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, c'est aujourd'hui que les travailleurs du monde entier célèbrent la Journée internationale du travail. La reconstruction de la RDC passe par un travail décent et une justice sociale pour un développement durable. Seul moyen de lutter contre la pauvreté, c'est ce qu'on peut retenir du message de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, à l'occasion de cette journée commémorative. La cérémonie officielle de cette journée internationale du travail placée sous le haut patronage du chef de l'État en présence de la vice-ministre de l'Environnement, représentante personnelle du Premier ministre et du deuxième vice-président du Sénat, représentant le président de la Chambre haute du Parlement, a eu pour cadre le chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Dans son cahier des charges présenté devant Claudine Ndoussi Nkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et les différents partenaires sociaux du gouvernement de la République, Koukou Guedila, coordonnateur de l'intersyndicale nationale de la République démocratique du Congo, a brossé de manière succincte un tableau peu reluisant des conditions actuelles de travailleurs congolais en mettant l'accent particulier sur les secteurs de la santé, la sécurité, la justice et l'économie. Dans sa réplique au nom du gouvernement de la République, le numéro 1 de l'emploi, travail et prévoyance sociale, qui a expliqué les rôles de son ministère avant de présenter la nouvelle vision du chef de l'État, qui sera matérialisée par le Premier ministre et chef du gouvernement, a préconisé la voie du dialogue permanent pour trouver des solutions idoines au sein de la tripartite dans l'intérêt des employés congolais. Le travail décent tel que défini par l'Organisation internationale du travail se fonde sur 4 objectifs stratégiques, indissociables, interdépendants et qui se renforcent mutuellement, à savoir l'emploi, le travail, la protection sociale, le dialogue social, le respect des principes tels que l'égalité entre hommes et femmes, la non-discrimination, la quantité et la qualité des emplois. Ceci m'amène à inviter les partenaires sociaux, bi- et multilatéraux, à continuer à accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle déjà approuvée par le décret numéro 18/40 du 24 novembre 2018 portant approbation de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Claudine Ndoussi a à cette occasion invité les travailleurs et employeurs de la République démocratique du Congo à s'approprier cette nouvelle vision du chef de l'État pour la traduire en action réelle, créatrice d'emplois directs et indirects en vue d'intégrer les hommes, femmes et jeunes dans le processus de la reconstruction du pays. Et à l'instar de travailleurs du monde entier, les agents d'Afriland Bank ont respecté la tradition en célébrant cette journée comme il se doit. Après le Pullman Hotel où s'est tenue la cérémonie officielle, les agents de cette entreprise se sont retirés pour réfléchir sur l'avenir de cette banque, nous dit Sandra Nyangita. Travailleurs congolais, à l'instar des travailleurs du monde entier, ont célébré la Journée internationale du travail. Cette année en présentiel, contrairement à l'année 2019 et 2020 passée en virtuel à cause de la pandémie à coronavirus.
2021 est une occasion pour la masse laborieuse de l'administration publique, des entreprises publiques et privées de célébrer le 1er mai, placé sous le thème Covid-19, une opportunité et non une fatalité. Les travailleurs de Afriland Bank n'ont pas dérobé à la règle. Pour eux, le 1er mai est un moment propice pour briser les glaces et crever l'abcès. L'abcès, c'est le problème des différends qui peuvent avoir entre agents et qui ne doivent en aucun cas freiner l'évolution et le développement de la banque. Au cours de ce forum, les agents, des nouveaux comme des anciens, se sont retrouvés autour du directeur général Souaï Bouabari qui donne ici le sens de cette activité. Nous sommes très heureux et il était question effectivement de redonner également les diverses orientations que nous avons dans notre action par rapport à notre clientèle et par rapport à notre objectif national. Nous devrions gagner dans l'adversité, nous devrions prouver que nous sommes vraiment first. Et c'est ça notre objectif. La MutaFirst, mutualité de la banque, bénéficie le 1er mai de chaque année d'une évaluation. L'objectif est de fédérer l'ensemble du personnel au sein de cette plateforme qui permet au personnel de Afriland Bank d'échanger sur les différentes préoccupations auxquelles nous pouvons avoir. Pour rester dans la logique d'un esprit sain dans un corps sain, les agents de Afriland Bank se sont livrés à des exercices physiques. Une partie de football et de basketball pour les hommes, le fitness, danse et nzango pour les mamans. Les agents de cette banque considèrent que la Covid-19 est bel et bien une opportunité et non une fatalité. Cette journée du 1er mai est chômée, également payée sur toute l'étendue de la République. Mais ici à la RTNC, les journalistes ont dû travailler pour servir la nation. Nous en sommes la preuve. Il n'y a pas de jours fériés pour les professionnels des médias. Ils sont à l'afflux de l'information tous les jours qui passent. Au ministère de l'Intérieur, par exemple. À la RTNC 1, les journalistes de la rédaction du journal télévisé en français, ainsi que de nombreux techniciens, n'ont pas dérogé à la règle. Sous la conduite du directeur des informations télévisées, Guillaume Kukumamengi Pandji, les chevaliers du micro et de la plume ont, au cours de ces conseils de rédaction, procédé à la construction des journaux télévisés. La chef d'édition, Pati Tondouangou Kizunda, met la dernière main sur ce travail qui regroupe plusieurs intelligences. Un travail d'équipe où rien n'est laissé pour compte. Les monteurs d'images s'assurent de la dernière production à mettre sur l'antenne. Au même titre que les militaires et les policiers, les journalistes n'ont pas de répit quand il faut servir la nation. Quittons le chapitre 1er mai pour parler du ministère des Finances qui tient à la mobilisation de recettes. Et c'est dans ces cadres que le patron de finances en RDC, Nicolas Kazadi, a réuni les régies financières. En initiant cette rencontre avec ses services générateurs des recettes, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a voulu d'abord prendre langue avec ses régies financières et les inciter à mobiliser encore et davantage de recettes pour permettre à l'exécutif de réaliser ses projets de développement. La DGRAD, Direction Générale de Recettes Administratives et Domaniales, a fait une analyse succincte du comportement du mois d'avril et a planifié le mois de mai et cherché à trouver des niches pour renforcer les caisses de l'État. Le staff de la DGI, la Direction Générale des Impôts, a lui fait son état des lieux devant le ministre Nicolas Kazadi qui a instruit afin que cette régie financière puisse davantage atteindre ses assignations. Enfin, le ministre a conféré avec le directeur général des douanes et assises, la DGDA. Celui-ci a fait la situation de l'entreprise, les attentes et mécanismes pour mobiliser davantage de recettes, passer en revue le pesanteur pour mobiliser les recettes, autant des questions qui ont été débattues entre les deux parties. À l'issue de ce tour d'horizon, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a donné des orientations afin que ces régies accroissent davantage les recettes devant donner à l'exécutif congolais le moyen de sa politique. Au chapitre de l'agriculture, parlant de cet atelier sur la présentation du plan d'affaires de jeunes agriculteurs qui a eu lieu aujourd'hui, une initiative du projet d'entrepreneuriat de jeunes agriculteurs, PJAB en sigle, et c'est en vue de les outiller dans le montage de projets bancables. Ils sont venus des 8 centres d'incubation partenaires des PJAB, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Ces 20 formateurs viennent de renforcer leurs capacités dans la présentation de plans d'affaires des agripreneurs.
Objectif, s'imprégner des techniques et s'outiller en vue d'accompagner les jeunes dans la recherche d'idées et des créations d'entreprises. Dans l'activité à laquelle vous avez participé est une activité de défense de plan d'affaires. On les initie à le faire pour qu'à leur tour, ils soient à mesure d'accompagner les jeunes sur le terrain. Mais avec la qualité des prestations que nous avons vues, nous sommes rassurés que sur le terrain, dans les différents centres, les jeunes ont suffisamment de compétences au niveau du pays qui peuvent les aider à choisir la meilleure idée d'entreprise. Le coordonnateur national du projet d'assistance technique au projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness parle de la méthodologie. La formation a commencé par un processus de sélection. À l'issue de cette formation, il y aura un processus de coaching. C'est-à-dire que ces formateurs vont animer leur première session de formation en faveur de jeunes agripreneurs. Et à la fin de ce processus-là, ils vont maintenant être certifiés formateurs en méthodologie germe du BIT. Ces plans d'affaires ont été présentés devant un jury composé d'experts financiers. Question d'adapter le business plan selon les exigences bancaires en vue d'obtenir le financement pour lancer leurs entreprises. L'actualité, c'est aussi l'ouverture des plis pour l'étude de faisabilité de l'aménagement des bitumages de la route nationale numéro 17, tronçon Mongata, Massambio, Bandundu et Bendela. C'était dernièrement en présence du directeur général de l'office de route, Herman Moutima Sakrini, nous dit Bébé Kitutu. Il n'y a plus de doute quant à la connexion entre la ville-province Kinshasa et les provinces de Mai-Ndombe et Kwilu. Le projet d'asphaltage de 280 km sur le tronçon compris entre Mongata, Massiambio, Bandundu-Ville, Bendela connaît à ce jour la première étape importante pour sa connexion. C'est depuis le 26 avril dernier que le coordonnateur du projet BAD à l'office de route a procédé à l'ouverture des plis pour l'étude de faisabilité de l'aménagement et de bitumage sur cet axe. C'était en présence du directeur général de l'office de route Herman Moutima Sakrini que cette cérémonie a eu lieu. Sur les 6 firmes sélectionnées, 4 ont été réceptionnées. Dès l'ouverture de plis, elles seront consultées pour présenter leurs propositions techniques et financières pour la faisabilité de l'aménagement et le bitumage de ce tronçon de 280 km sur la RN 17. Ce projet, qui sera financé par la Banque africaine de développement, entre dans le cadre des instructions données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à la modernisation des réseaux routiers. La prochaine étape de ce projet consiste à la signature du contrat avec le bureau d'études qui répondra aux exigences de l'office de route. Et dans le même registre, parlons de l'état des délabrements avancés de la nationale numéro 1 dans la province du Lualaba, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une question d'actualité au ministre provincial en charge des infrastructures. C'était par l'Assemblée provinciale qui estime que l'enclavement de la province est un véritable casse-tête. Le ministre provincial des infrastructures, Norbert Mbangou Mwangal, s'est présenté devant les honorables députés du Lualaba ce mercredi 28 avril. C'était en vue de répondre à la question d'actualité lui adressée lors de la séance plénière dernière par l'honorable Donat Chimboj, notamment sur l'impraticabilité des routes nationales numéro 1 ainsi que numéro 39. La teneur de cette question d'actualité a tout aussi fait voir l'enclavement du Lualaba profond, chose qui sépare physiquement les élus provinciaux de ce coin de leurs électeurs. Pour le ministre Norbert Mbangou, en dépit du caractère national de ces routes, le gouvernement provincial fournit beaucoup d'efforts irrélatifs. Ceci a soulevé un engouement dans les chefs des élus provinciaux à travers leurs questions soulevées. Depuis que nous avons une autre province, dont les choses ne marchent pas. La route qui va vers Dilolo, Sandoa, Kapanga. Jusqu'aujourd'hui, nos compatriotes souffrent. Quand vous prenez la route qui va vers RN1, Lubudi, nos compatriotes souffrent. Ça fait autant d'années que nous faisons, nous revenons sur les mêmes questions. C'est comme ça que vous avez compris aujourd'hui, ce n'était pas facile. Les députés disent, nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Cette problématique doit être traitée avec minutie, a conclu l'honorable président Louis Kamoni Tumbu.
Lutte contre la criminalité et l'insécurité dans la ville de Kinshasa, le bourgmestre et leurs adjoints ont été remis en formation. Le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka a tenu à faire d'eux les OPJ à compétence générale. Si facilement, si promptement, la question de lutte contre le banditisme urbain, entendez Kuluna, devient possible dans la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka a tablé sur la compétence des bourgmestres et de leurs adjoints. Compétence pour qu'ils se dotent du plein pouvoir d'agir à chaque fois qu'une situation d'infortune ou d'insécurité ne puisse apparaître. Bourgmestre à l'école, pour ce qui est entendu comme une véritable remise à niveau dans un domaine aussi spécifique que régulier. Le silence qu'a entouré cette session de formation a traduit dans le fait toute la volonté prononcée de Jean-Tini Ngobilambaka de faire pénétrer les matières en termes de droit et de justice et même d'égalité dans le réflexe des bourgmestres au quotidien avec la prétention d'être à la hauteur des OPJ à compétence générale. Ils les sont devenus. C'est une première. Et donc les bénéficiaires, les bourgmestres s'en serviront, comme l'a souligné Jean-Tini Ngobila qui évoque ici le souci du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui croit dur comme fer de la transformation de l'homme congolais dans une société où règne la justice, le droit et surtout le respect des droits. Les bourgmestres de Kinshasa ainsi que leurs adjoints sont au centre de ce combat, de cette lutte-là contre les antivaleurs. Alors pour ce faire, nous avons approché l'Institut national de formation judiciaire afin de doter à nos bourgmestres ainsi que leurs adjoints la qualité de l'officier de police judiciaire à compétence générale. Cette qualité de l'OPJ à compétence générale va leur permettre de pouvoir mener en bien cette grandiose combat, cette lutte que nous allons mener de façon acharnée pour en découdre avec notamment les Kuluna ainsi que tous ceux qui ne respectent pas le droit du pays. Les premiers qui seront dans les viseurs, ce sont les bourgmestres eux-mêmes qui doivent prêcher par l'exemple, les bons exemples. Les communs des mortels, les Kinois donc, se serviront comme modèle d'une leçon. Les inciviques, ils auront affaire aux bourgmestres et donc on connaît la suite. Cap vers la commune de Kimbanseke, précisément dans le quartier Kikimi, qui est totalement enclavé suite au manque d'infrastructures de base. La population de ce quartier fonde son espoir sur le gouvernement nouvellement installé pour l'amélioration des conditions de vie. On ne reviendra jamais assez sur la problématique de l'aménagement de certaines parties de Kinshasa sans passer à l'essentiel, c'est-à-dire un plan urbanistique. La non prise en compte de ces préalables conduit trop souvent à des situations catastrophiques. Pas de route, pas d'eau et de courant, bref, pas d'infrastructure de base. C'est malheureusement l'image qu'affiche le quartier Kikimi dans la commune de Kimbanseke, d'où la pertinence de ce cri d'alarme en direction du gouvernement Sama Lukonde. Ici, la vie est difficile. Nous manquons d'eau, l'électricité et les infrastructures scolaires pour nos enfants. Dans l'entretemps, des initiatives privées existent et méritent d'être encouragées. C'est le cas de ce compatriote congolais qui a mis à la disposition des habitants de ce coin un centre de santé très modeste, mais qui rend service dans les limites de ses moyens. C'est vraiment difficile. Vous voyez même l'enfant que vous voyez là-dedans, il vient de convulser. Alors nous nous débrouillons de nos propres moyens pour sauver ce petit enfant-là que vous voyez là-bas. Donc vraiment nous sommes en difficulté ici. Nous demandons seulement au nouveau gouvernement de penser à nous. Comme un peu partout en RDC, les jeunes en proie au chômage fondent tout leur espoir aux institutions nouvellement installées. Nous sommes jeunes capables d'exercer tout métier. Nous n'avons pas d'emploi. Que le nouveau gouvernement pense à la création d'emplois pour les jeunes. À travers ces cris de détresse, nous osons croire que les voix à l'unisson de la population de Kikimi pourront atteindre les autorités du pays. La population de Kikimi qui vit dans une précarité ne jure que sur le gouvernement Sama Lukonde, dit de Warrior.
Parlant de femmes nommées au sein du gouvernement Samalou Kondé, où l'on retrouve également pour une première fois une femme au ministère près le président de la République, il s'agit de la professeure Nana Manouanina. Qui est réellement cette femme? La réponse dans ces portraits de Jacques Kababa. Première femme professeure de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de la colline inspirée, l'université de Kinshasa bien sûr, élevée au rang de ministre près le président de la République au sein du gouvernement Samalou Kondé. Madame Nana Manouanina Kyumba est l'aînée d'une famille de plusieurs enfants. Fille de feu Manouanina et de Madame Mateso Petroni, cette femme intellectuelle est mariée à Monsieur Joël Aniko et mère des enfants. Combattante de l'UDPS, originaire de Païkongila dans la province de Kouilou, la ministre après le président, en dehors de son cursus académique, a suivi plusieurs autres formations. Professeur Nana Manouanina Kyumba est auteur de plusieurs ouvrages, entre autres, Impact psychosocial de la COVID-19 sur le comportement des gestionnaires des institutions d'enseignement en République démocratique du Congo, l'après-COVID-19 et la gouvernance en RDC, article en cours de publication à Kinshasa juin 2020. Langue nationale, facteur psychosocial et culturel influençant la qualité d'apprentissage en RDC. Les violences domestiques en RDC et capacité de résilience des victimes, article en cours. Très ovationné par la foule en liesse sur place, professeur Nana Manouanina Kyumba, requinqué comme jamais, a remercié le chef de l'État et le Premier ministre pour son élévation. Elle a rappelé les soucis majeurs du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le bien-être de tous. Elle a saisi cette opportunité pour insister sur l'amour de la patrie et le soutien à la vision du chef de l'État pour un Congo fort, debout et prospère. Un bon pédagogue, la ministre après le chef de l'État a appelé les femmes à la prise de conscience et à l'autonomisation pour la parité 50-50. Le constat est sans équivoque, car cette rencontre de Corneille à Lemba Super était très bénéfique et riche d'enseignements. Entre-temps, la grande province orientale, à travers les communautés locales de Miabi, salue les actions sociales posées par l'entreprise minière Sassim. Le chef de groupement l'ont dit au cours d'un point de presse. L'un des plus grands investissements entre la Chine et la RDC et la province du Kasaï oriental n'est jamais connu. L'entreprise Sassim s'est déployée dans la production du diamant avec un impact positif sur le développement des communautés locales, comme le témoigne ici l'un des chefs des 5 groupements du territoire de Miabi. Que nous avons dans le territoire de Miabi depuis l'indépendance, l'unique investisseur, c'est cette société Sassim. Et cette société, aujourd'hui, est considérée par toutes les populations le seul canal ou le poumon du développement du territoire de Miabi. En RDC, la responsabilité sociétale des entreprises est coulée dans une loi qui encadre toute intervention d'une société en faveur du milieu dans lequel elle est installée. Le chef des groupements décrit les comportements de certains élus du coin qui vont au-delà de leur cahier des charges. Dire que Sassim est à la base de la souffrance des populations de Miabi, j'estime que c'est méchant et vraiment démagogique de la part des non politiques. Il faut que les politiciens fassent leur travail, qu'ils laissent les sociétés commerciales faire aussi leur travail. Ça me surprend, quelqu'un qui est Kinshasa, il arrive dans son village, bien sûr, c'est sa circonscription électorale, mais il y a des chefs coutumiers. Il ne pouvait ne fût-ce que les contacter, échanger avec eux par rapport au travail de l'assassin. Mais il a dépité des histoires juste de nature à décourager l'investisseur et nous sommes contre ce genre de comportement. La société Anui Congo d'investissement minier Sassim est implantée en RDC depuis 2013 dans un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement congolais et cette entreprise chinoise. Un cahier des charges a été élaboré à cet effet pour assister les communautés locales riveraines dans le cadre de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Parlant de la taxe RAM, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, souhaite clarifier certains points liés au registre des appareils mobiles RAM. Il importe de confirmer les éléments suivants. Aucun appareil mobile se trouvant sur le territoire national n'a été bloqué par l'ARPTC ou le RAM qui laisse tous les utilisateurs d'appareils mobiles en RDC libres d'utiliser pleinement leurs appareils.
Aucun transfert de monnaie électronique n'a été interrompu par la RPTC ou le RAM. L'Internet mobile activé reste pleinement disponible. Quelques problèmes d'activation de forfait ou d'unité ont été observés sur certains numéros d'un opérateur en particulier qui prend en ce moment toutes les dispositions pour revenir très rapidement à la normale. Nous rappelons à la population que le RAM est avant tout une initiative au bénéfice des Congolais et aux bienfaits divers pour les utilisateurs d'appareils mobiles. Pour toute information liée au RAM, veuillez consulter le site web dédié www.ram.cd. La RPTC souhaite à tous les Congolais une excellente fête du travail. Mesdames et messieurs, c'est par cette clarification de la ARPTC que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Bonne fête de travailleurs à tous.